Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de personal branding et pour aborder ce sujet on va faire un petit résumé du podcast qu'on a fait la semaine dernière avec Amandine Barthes et Paul Vengeon. Donc les deux sont des créateurs de contenu sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et donc dans cette vidéo je vais vous faire un petit résumé 10 minutes de tout ce qu'on s'est dit et pour pouvoir se lancer vraiment dans le personal branding. C'est parti. Donc dans cette vidéo, on va voir comment Amandine a-t-elle créé son personal branding, on va voir comment se lancer tout simplement dans le personal branding, on va voir l'importance de l'authenticité, on va voir quels sont les process d'Amandine et Paul pour leur création de contenu, on va voir aussi quel temps allouer à peu près par semaine pour créer du contenu, on va voir quels sont les top réseaux à choisir pour se lancer en B2B ou en B2C, on va voir comment ne pas se faire dépasser par les notifications, les messages, la communauté, etc. On va voir comment gérer les haters et enfin on va voir quelles sont les plus belles réussites d'Amandine. C'est parti. Ok, donc pour commencer cette vidéo, on va commencer par parler un petit peu de l'histoire d'Amandine, voir comment elle s'est lancée sur la plateforme et après on verra vraiment quels sont les process, etc. qu'il faut mettre en place. Donc comment ça s'est passé? Amandine, elle a commencé à publier sur LinkedIn sans objectif, elle savait pas trop ce que c'était le personal branding, elle savait pas trop ce que c'était les codes de LinkedIn. Elle s'y est mis suite à une demande de son boss de chez Wallaxy. Il me semble que c'était toi, non d'ailleurs, avec une culture quand même très orientée LinkedIn, puisque forcément Wallaxy c'est un outil pour faire de la prospection. Et donc elle s'y est mise et elle a pris du plaisir, elle a compris un petit peu les codes et petit à petit, elle a commencé à avoir pas mal d'interactions. Moi je l'ai vu partir de zéro et en effet, elle a vraiment eu un énorme boom. Elle s'est pas forcément rendu compte au début de ce qui se passait. Elle s'est fait un petit peu aspirer par son succès sur la plateforme. Aujourd'hui, elle doit faire partie des top 10 créateur, je pense, français, si je dis pas de bêtises, et en tout cas je crois que c'est la première créatrice sur le domaine du SEO. Et donc voilà, gros succès de sa part, et ce qui est assez intéressant finalement, c'est que ce succès il n'était pas forcément calculé, et on en reparlera après au niveau de l'authenticité, mais il y a quelque chose derrière tout ça, voilà, l'idée c'est de prendre du plaisir, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec elle. Bien sûr il faut comprendre les codes, etc. Quels étaient ses objectifs? Après, on va reparler un petit peu de comment se lancer sur le personal branding. Quand elle s'est lancée, globalement, elle s'est posé la question, son why, pourquoi faire ça? Et son idée, c'était vraiment de démystifier le SEO, rendre la chose la plus simple possible, en s'adressant non pas à des experts SEO, mais plutôt à des consultants marketing, des directeurs, etc., chefs d'entreprise qui ne connaissent pas, ou même des étudiants qui ne connaissent pas encore le SEO. Et donc l'idée, c'était vraiment de simplifier au maximum la chose, utiliser des mots simples, ne pas complexifier, utiliser d'ailleurs une petite loutre pour rendre la chose un petit peu plus sympathique. Et en effet, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne bien. Alors bien sûr, ça dépend de sa cible, on en reparlera un petit peu de comment se lancer, mais si, en effet, on va cibler une cible un petit peu plus large, des gens qui ne savent pas forcément comment faire du SEO, et d'ailleurs on reparlera un peu d'un point de vue business, est-ce qu'il est vraiment intéressant de s'adresser à une cible qui fait exactement la même chose que vous? Je pense pas, puisqu'ils n'auront pas forcément besoin de vos services. Et donc, très intéressant de comprendre que l'idée c'était vraiment de simplifier au maximum la chose, de rendre la chose presque ludique. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je fais une petite référence à Andrea Ben Saïd d'Eskimos, qui était le premier à utiliser justement cette stratégie donc de simplifier le SEO avec cette petite mascotte qui était un Esquimau, alors que tout le monde voyait ça un petit peu comme de la data, des choses compliquées. Et également avec une série YouTube, j'y pense, avec une animatrice qui a très bien fonctionné. On y a pensé pendant le podcast, donc vraiment, cette stratégie, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, de simplifier les choses, de ne pas essayer de complexifier, de ne pas vouloir à tout prix passer pour un expert, finalement c'est une très bonne façon de communiquer. Alors, on va voir comment se lancer dans le personal branding, conseil d'Amandine. Premièrement, déjà, forcément, trouver son why, c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment tenir sur le long terme, de passer un petit peu les différents effets négatifs quand vous serez un petit peu plus dans le dur, le fait d'avoir vraiment une raison de faire ça. Donc si vous en avez pas, faites pas de personal branding. Faites pas de personal branding juste pour faire du business. Faut vraiment se dire même pourquoi, se reposer les bonnes questions. C'est vraiment quelque chose de très très puissant. Ensuite, il va falloir définir sa cible. Est-ce que vous vous adressez à, je sais pas moi, des jeunes, des étudiants, voilà, peu importe. Parce que forcément, en fonction de votre cible, vous allez avoir un discours différent. En fait, il faut vraiment que vous parliez aux gens comme si vous vous adressez à quelqu'un, que vous pensez avoir quelqu'un derrière votre écran lorsque vous créez du contenu. Comment s'adresser à quelqu'un de manière constructive si vous savez même pas à qui vous parlez. Donc super important de bien cibler votre cible. Ensuite, il va falloir, en fonction de votre cible, définir les différents réseaux que vous allez choisir. Donc forcément, si vous êtes sur une cible B2B, il y aura peut-être plus LinkedIn, Instagram, Twitter. Si vous êtes sur du B2C, ce sera peut-être plus que de l'Instagram, peu importe, Meta, etc.
En fonction de votre cible, définissez où est-ce que vous allez publier. Et enfin, quel type de contenu. Par exemple, sur une cible B2B, ce qui peut fonctionner, ça peut être du carousel LinkedIn. Donc pour une cible B2C, par exemple, vous pourrez plutôt faire des shorts TikTok, etc. Peu importe. Voilà, donc en fonction de votre cible, en fonction de votre why, en fonction de tout ça, vous allez vraiment définir petit à petit, un peu comme dans un entonnoir, votre stratégie de création de contenu. Maintenant, on va parler de l'importance de l'authenticité dans la communication. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pas compris pendant très longtemps. C'est Paul Vengeon qui me l'a fait comprendre en créant justement le podcast MVP, dans lequel en fait on se retrouve à deux chaque semaine et parle comme si on était que tous les deux. Et on se rend compte qu'en effet ça crée des liens avec une communauté, peu importe la taille de la communauté, etc. Et la seule chose qui va vraiment créer des liens avec une communauté, c'est cette authenticité. Donc c'est assez compliqué à mettre en place dans le sens où il faut vraiment vouloir se lancer. D'ailleurs, Amandine nous disait, on en reparlera de comment se lancer justement, c'est une de ses premières étapes, c'est quelles sont les choses auxquelles vous serez prêt de dévoiler de votre personnalité, les choses que vous n'avez pas abordées. Mais l'authenticité, pour le coup, c'est quelque chose de très 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 important qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qui n'est pas forcément instinctif, c'est ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, de créer cette petite communauté. D'ailleurs, je trouve que sur cette chaîne aujourd'hui, on est très corporate, etc. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on va changer un petit peu notre contenu. Venir, comme maintenant, aborder des sujets un petit peu plus comment faire évoluer une communauté, tout simplement. Mais voilà, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence sur le long terme. Et d'ailleurs, Amandine va assez loin dans cette authenticité. On en reparlera à travers, par exemple, la création d'une newsletter où elle aborde ces sujets très très personnels. Et c'est vraiment ça qui crée du lien, qui crée une communauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est la chose la plus délicate à mettre en place lorsqu'on crée du contenu sur Internet. De déjà se montrer soi-même, mais en plus de montrer et d'exposer des facettes de sa personnalité. Je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde et je pense que c'est un des critères d'une réussite sur la communication. D'ailleurs, même d'un point de vue business, l'authenticité c'est super important. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un avantage concurrentiel en fait, l'authenticité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un suit une personne, non pas seulement pour ce qu'elle sait faire, mais pour sa personnalité, on ne pourra pas entre guillemets vous voler une communauté. C'est vraiment un avantage concurrentiel sur le long terme. Donc même d'un point de vue business, c'est quelque chose de super puissant. Et également, et c'est ce que nous disait Amandine, je trouve ça intéressant, c'est qu'on attire les clients qui nous ressemblent. Et donc, en effet, si vous voulez, par exemple, vous adresser à des grands comptes, à des clients qui ont un peu plus de budget, etc., c'est vrai qu'il va falloir aborder des sujets qui leur parlent, et c'est pas forcément toujours les sujets les plus techniques. Donc même d'un point de vue business, l'authenticité, en tout cas pour faire du B2B, c'est quelque chose de très 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 puissant. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les process qu'ont mis en place Amandine et Paul pour leur stratégie de création de contenu, sachant qu'ils utilisent un petit peu des différentes plateformes. Paul utilise davantage Twitter, LinkedIn et YouTube, alors qu'Amandine est vraiment très 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 présente sur LinkedIn et maintenant s'est lancée sur Instagram. Mais globalement, ils ont un process qui est assez similaire que je trouve intéressant. C'est que déjà, ils vont se poser en fin de semaine. Ils vont réfléchir un petit peu aux différents sujets qu'ils vont aborder la semaine prochaine. Chacun va publier un contenu par jour. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même une grosse charge de travail hebdomadaire. Et ils vont se poser en fin de semaine, en fait, réfléchir un petit peu au type de contenu qu'ils vont proposer la semaine d'après. Donc ils vont déjà avoir leur hook, leur phrase d'accroche et leur type de contenu. Donc est-ce que ça sera un carousel, est-ce que ça sera un contenu texte, est-ce que ça sera un contenu vidéo, est-ce que ça sera une photo, etc. Ce qui fait que déjà ils vont aborder la semaine avec l'esprit un petit peu plus léger, parce qu'ils sauront en grosse partie déjà comment ils vont s'organiser. Et après, c'est ce que nous disait Amandine, c'est lorsqu'elle se met dans de la création de contenu, surtout pour des contenus avec beaucoup de valeur, etc. Elle va vraiment se mettre dans sa bulle, elle va écouter de la musique pendant une bonne heure, et puis vraiment elle va faire que ça, elle va pas se laisser distraire. Donc voilà un petit peu au niveau de leur process. Donc on reparlera du temps alloué, mais on va en parler tout de suite d'ailleurs. D'après Amandine, un bon carousel, ça prend à peu près 1 heure de travail lorsqu'on a déjà ses idées en place. Est-ce qu'il est délégable ? Est-ce qu'il est possible de vraiment déléguer du contenu pour faire du personal branding ? C'est pas forcément sûr, c'est une bonne question. On sait qu'il y a des ghostwriters, il y a des gens qui font de la community management, etc. Mais à ce niveau-là, je suis pas sûr que Amandine ait intérêt à déléguer sa création de contenu alors qu'elle le pourrait largement. Donc voilà, pour vous dire que même à ce niveau-là, on va dire de reach, etc., c'est encore quelque chose qui lui prend énormément de temps parce que si on compte en moyenne 1 heure par semaine de création pure et dure et qu'elle fait 5 posts LinkedIn par semaine, ça fait déjà 5 heures. Si elle fait une newsletter en plus, ça peut lui prendre 2 heures de plus, etc. Tout ce qui est idée, tout ce qui est ensuite un petit peu gestion des réseaux. Donc on se rend compte que c'est un temps alloué qui est vraiment énorme pour ce genre de profil. Donc comme Amandine et Paul, je sais que ça devient aussi beaucoup le cas pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui demande un vrai investissement
C'est pas quelque chose, enfin si vous décidez de faire du personal branding et de vous dire bon ça va me prendre 15 minutes par-ci, etc. Je pense pas que ça puisse vraiment fonctionner. Ça va vraiment demander un vrai investissement, d'y mettre du cœur, de la volonté, de l'honnêteté, etc., de la transparence. Et donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va voir comment pas se faire aspirer par ces réseaux, parce que forcément, quand on commence à beaucoup créer, c'est le cas de Paul et Amandine, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit tout le temps des notifications, des messages, des mails, etc. Et donc, on peut vite se retrouver un peu aspiré, c'est ce que disait Paul, en fait, dans le podcast, entre 2 séances de sport. Il se retrouvait à regarder ses messages LinkedIn, à répondre, etc. Donc, il était toujours non-stop dedans, en réalité, il avait toujours la tête là-dedans. Et donc, ce qu'ils ont fait, les deux, d'ailleurs, je vais plutôt prendre le cas d'Amandine, parce qu'elle a encore poussé la chose encore plus loin. Déjà, Amandine, on ne peut plus la contacter par message privé. Lorsque vous la contactez par message privé, il y aura un message automatique pour vous rediriger vers un formulaire de mail, donc un filtre assez important. Deuxième chose qu'elle a mise en place, c'est qu'elle ne gère plus directement la gestion, je crois, de ses commentaires, etc., puisqu'elle a une community manager qui s'occupe également de son réseau Instagram, donc peut-être que sur LinkedIn, elle est encore pas mal présente. Et elle ne publie que 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, donc elle n'utilise pas tout simplement ses réseaux le samedi et le dimanche. Paul a ajouté quelque chose là-dessus, c'est qu'en fait, il utilisait les réseaux uniquement sur ordinateur, pas sur téléphone, et sur des plages définies, c'est-à-dire qu'il se connectait pas régulièrement, il s'en fiche. Il va se connecter 2 fois par jour, par exemple, une fois en milieu de matinée, une fois en milieu d'après-midi, pour tout faire d'un coup, pour faire ses posts, pour répondre, etc. Donc voilà, donc attention à pas se laisser un petit peu absorber, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont prendre beaucoup de ressources mentales, beaucoup de temps. Pour très très peu de résultats, une notification, ça sert à rien. Maintenant, et je vous le souhaite pas, si demain vous avez des haters, c'est vraiment le cas pour Amandine, elle a eu des très très grosses vagues de haters. Comment le gérer? Donc là, j'ai trouvé que c'était une partie assez intéressante, un petit peu plus sur la façon de gérer tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, si vous arrivez à ce niveau-là de visibilité, il y aura plusieurs vagues de haters, sans doute sur une petite visibilité. La première fait plus mal que la deuxième, et la deuxième fait plus mal que la troisième. À la fin, on finit presque par s'y habituer. Et en fait, il faut vraiment se déconnecter, ça reste que du business. Et tout ça, voilà, Amandine nous a expliqué vraiment pas mal de choses. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais si vous voulez aller voir, il y a des timecodes sur le podcast MVP. Vous pourrez aller défiler sur le chapitre gestion des haters. Elle explique vraiment comment pendant un bon mois et demi, elle a pu évoluer un petit peu psychologiquement jusqu'à en fait comprendre un petit peu tout ça et puis accepter tout simplement cet effet. Maintenant, pour finir un petit peu plus sur une note positive que les haters, quelles sont les plus belles réussites d'Amandine? C'est assez marrant ce qui peut se passer lorsque le personal branding se met fortement en place. Déjà, c'est qu'elle reçoit très régulièrement des photos de loutres. Il y a beaucoup de gens, quand ils pensent à une loutre, ils vont penser à Amandine. Donc c'est assez rigolo. Pareil pour le SEO, donc là d'un point de vue business, pour le coup, c'est super puissant puisqu'il y a énormément de gens sur sa cible en plus, donc plutôt une cible un petit peu plus marketing 360. Quand ils pensent SEO, ils vont penser à Amandine, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises, etc. Donc en termes de sources d'acquisition, c'est juste énorme. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'a pas forcément changé avec ce petit succès. Elle a accepté aussi le fait d'avoir des haters, ce qui ne doit pas forcément être un chemin super facile. Et je pense que ça bloque énormément de monde à se lancer, tout simplement. Belle réussite là-dessus également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé la tournée. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous mettre des petits likes pour tout simplement soutenir notre travail. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.